Ils n'entreront pas ensemble à Matignon. Dans un communiqué, Emmanuel Macron écarte l'hypothèse d'un gouvernement du nouveau Front populaire. En Amérique latine, on appelle ça un putsch, un coup d'État, un coup de force démocratique. La démocratie ne signifie rien aux yeux du président. Comment peut-on en arriver à un tel déni démocratique ? La situation est particulière. On a une période très longue entre le moment de la démission et le moment futur d'un nouveau gouvernement. Je suis à ma tâche pour assurer les affaires courantes. Quand un gouvernement est démissionnaire, il est maintenu mais ne gère que les affaires courantes. Ce sont toutes les mesures qui font fonctionner les institutions publiques, dont les nominations et le paiement des dépenses engagées. Ça interroge la question des pouvoirs exacts du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, au moins en apparence, cette note a été commandée par le secrétariat général. Ce qu'elle dit, c'est que, il me semble, elle entre dans une logique de justification de l'extension des pouvoirs du gouvernement et du président de la République. Elle est la femme qui dirige la France dans l'ombre et pourtant presque personne ne connaît son nom. Avec la démission du gouvernement, son rôle va être encore plus grand. C'est la secrétaire générale du gouvernement, c'est Claire Landais. C'est la haute administration qui pilote, qui dispense la doctrine juridique du gouvernement. Rattrapé par les critiques sur l'exercice vertical du pouvoir, Emmanuel Macron outrepasse-t-il ses droits ou s'accommode-t-il du puissant pouvoir exécutif accordé au président par la Ve République fondée par le général de Gaulle ? Pour un gouvernement qui ignore ce que j'appelle moi l'éthique de la fonction gouvernante, ce qui semble être le cas actuellement, eh bien ça veut dire que finalement, je vais employer une expression un peu familière, mais c'est open bar, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, finalement, sous le registre de la technique du droit, c'est légal, et si c'est légal, aux yeux de la plupart, c'est légitime. Laureline Fontaine, professeure de droit public et autrice de La Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam en mars 2023. Alors moi, ce qui me marque sur la période, c'est la succession de questions constitutionnelles qui se sont posées, qui à chaque fois ont suscité beaucoup d'intérêt de la part des médias, de la part des politiques, et qui à chaque fois sont chassées par une nouvelle question. Et de ce fait, il me semble que ça peut durer encore assez longtemps si on s'intéresse pas à ce qui se passe au fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se représente les questions constitutionnelles. Ce qu'il faudrait se demander, c'est quel intérêt on a à se représenter la Constitution comme une limite et pas seulement comme une ressource. Alors, le secrétariat général du gouvernement, c'est la cheville ouvrière administrative du gouvernement. Le secrétariat général du gouvernement, par exemple, est l'interlocuteur privilégié du Conseil constitutionnel lorsque il y a une affaire pendante devant lui à propos d'une loi. C'est le secrétariat général du gouvernement qui défend la loi adoptée par le Parlement auprès du Conseil constitutionnel. Donc, c'est une chose extrêmement intéressante parce que c'est un organe administratif et en même temps, il est, on va dire, l'émanation administrative et juridique de la politique. La situation est particulière. On a une période très longue entre le moment de la démission et le moment futur d'un nouveau gouvernement. Ça interroge la question des pouvoirs exacts du gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle, au moins en apparence, cette note a été commandée par le secrétariat général. Ce qu'elle dit, cette note, alors en creux, ce qu'elle dit, c'est que, il me semble, elle entre dans une logique de justification de l'extension des pouvoirs du gouvernement et du président de la République. Dans la note, il y a, à mon avis, deux registres principaux de justification des pouvoirs du président de la République et du gouvernement. Le premier registre, il est très connu maintenant, c'est celui de l'urgence et de la nécessité. On en parle déjà quand même depuis assez longtemps. L'urgence et la nécessité, donc, justifieraient l'usage de pouvoirs dits exceptionnels, en tout cas au-delà
au-delà du cadre normal. Ce qui est intéressant dans cette logique, c'est que elle semble se justifier par elle-même. C'est-à-dire que la seule invocation de l'urgence, la seule invocation de la nécessité tient lieu en quelque sorte d'argument légal. Donc c'est un registre extrêmement commode pour le pouvoir. Alors on le voit parce qu'il l'utilise depuis maintenant de très nombreuses années, avec la multiplication des états d'exception. Donc ça c'est quelque chose d'assez connu déjà. Et dans la note, il est d'ailleurs précisé que il n'y a pas d'obstacle à ce que un décret déclarant l'état d'urgence soit pris pendant la période d'expédition des affaires courantes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est dit presque en passant, comme si ça n'était pas nécessaire de le justifier. Le deuxième registre de justification des pouvoirs et de l'usage des pouvoirs par le président de la République et le gouvernement est un petit peu moins connu et me semble peut-être plus efficace et peut-être donc plus dangereux. Ce registre, c'est celui, en gros, selon lequel il n'y a pas de possibilité d'établir une vérité du droit. Et comme il n'y a pas de possibilité d'établir une vérité du droit, eh bien, en creux, l'idée qui ressort, c'est puisque c'est impossible de l'établir, alors tout est possible. Et ce basculement est vraiment intéressant. Ce tout est possible avec ou sous le sceau du droit, puisque, alors il est dit dans la note que, par exemple, la jurisprudence n'est pas tellement fixée. Il est dit dans la note qu'il n'y a pas d'interdiction expresse de faire ceci ou cela, ou à l'inverse, qu'il n'y a pas d'obligation expresse de faire ceci ou cela. Donc à partir de là, finalement, ce qu'on voit, c'est que donc, s'il n'y a pas d'interdiction expresse, s'il n'y a pas d'obligation expresse, et si même la jurisprudence n'est pas fixée, eh bien finalement, tout ce que le gouvernement ou le président déclare être légal, eh bien, est effectivement légal et donc légitime. Et ça, donc, c'est très dangereux parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a absolument plus de limites. Cette philosophie-là, elle s'appuie en fait sur une déconnexion assez importante entre, on va appeler la technique du droit et les considérations politiques, philosophiques ou éthiques qui ont présidé à l'élaboration de la règle de droit. Et cette déconnexion, elle est la cause de ce que précisément toute instance aujourd'hui, qu'elle soit politique d'ailleurs ou administrative, eh bien essaye de tirer à elle le maximum de possibilités via la technique du droit, sans plus aucune considération pour les raisons pour lesquelles eh bien, les règles de droit ont été élaborées, et même le droit dans son ensemble. L'idée, c'est qu'on va piocher, on va considérer là, dans notre cas, la Constitution comme une boîte à outils, et dans cette boîte à outils, on va se servir de tous les instruments, y compris pour faire des choses pour lesquelles ces instruments n'avaient pas été créés. Donc cette déconnexion, eh bien, on va dire, est instillée, s'insinue tout le long de la note pour dire ah mais vous voyez, comme on n'est pas sûr, comme on ne sait pas, finalement, ça veut dire que on peut le faire. Et pour un gouvernement qui ignore ce que j'appelle moi l'éthique de la fonction gouvernante, ce qui semble être le cas actuellement, eh bien, ça veut dire que finalement, je vais employer une expression un peu familière, mais c'est open bar, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, finalement, sous le registre de la technique du droit, c'est légal, et si c'est légal, aux yeux de la plupart, c'est légitime. Donc, vous voyez, cette note participe de ce mouvement qui n'est pas du tout nouveau, c'est vraiment quelque chose qui s'insinue déjà depuis assez longtemps. Et pour moi, cette note est l'incarnation de cette philosophie-là qui ne se donne pas comme telle. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, évidemment, est absolument invisible à première vue quand on lit la note. À noter d'ailleurs que dans la note, c'est en gras, et je trouve que ce n'est pas tout à fait anodin. C'est-à-dire que est en gras l'idée que le gouvernement, peut prendre un décret d'état d'urgence demain, s'il le veut, alors que c'est un gouvernement démissionnaire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont en gras dans cette note, mais ça y est.
Ça veut dire que potentiellement, il y a quelque chose qui est en train d'être pensé pour l'avenir. Nous sommes maintenant quand même un certain nombre de juristes, peut-être pas majoritaires, mais quand même nous sommes un certain nombre à avoir déclaré que et le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel n'exerçaient pas réellement aujourd'hui le rôle de contre-pouvoir et qu'ils s'apparentaient quand même beaucoup plus à des collaborateurs du pouvoir, que ce soit selon les cas le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif, et souvent donc en réalité la majorité politique du moment. On parlait tout à l'heure du secrétariat général du gouvernement et de sa composition très énarchique, c'est-à-dire une composition en fait extrêmement proche de celle du Conseil d'État. Et d'ailleurs, je disais que le secrétaire général du gouvernement, celui qui est à la tête du secrétariat, depuis 1945 était toujours un énarque, et en fait c'est toujours un conseiller d'État. Donc il y a eu une proximité, et le Conseil d'État n'est pas seulement le juge du gouvernement, c'est aussi le conseil du gouvernement, et donc il a toujours eu un peu de mal à distinguer, à se dissocier en quelque sorte entre ces deux fonctions. Quant au Conseil constitutionnel, son cas est beaucoup plus compliqué dans l'affaire qui nous intéresse, parce que il n'est juge que des lois. Il n'est pas juge, sauf exception, des actes du gouvernement, et encore moins d'une note comme celle du secrétariat général du gouvernement. Donc, il peut être amené à produire des notes sur l'interprétation qui sera donnée à la Constitution, et l'on sait d'ailleurs d'expérience que dans l'histoire, quand le Conseil constitutionnel a eu à produire des notes déclarant qu'une pratique lui semblait plutôt contraire à la Constitution, cette note n'a jamais été sur le moment publiée. Donc, ça reste aujourd'hui un rempart d'une faiblesse assez exceptionnelle de par ses compétences, et de toute façon, s'il était compétent aussi, de par son fonctionnement et sa composition actuelle, qui le font plutôt ressembler à une chambre d'enregistrement de la volonté du pouvoir exécutif, comme toutes les dernières décisions, ou presque, nous l'ont montré, en considérant que lorsque le Conseil constitutionnel est amené à se pencher de toute façon sur une loi, il le fait accompagné, je dirais presque guidé par le secrétariat général du gouvernement, qui lui indique où regarder, où ne pas regarder, quel type d'argument recevoir, quel type d'argument ne pas recevoir. Et le résultat, il est assez clair, souvent, c'est que les arguments, lorsqu'ils existent, parce qu'ils sont souvent faibles dans les décisions du Conseil constitutionnel, eh bien, ressemblent très souvent au discours qui est proposé par le secrétariat général du gouvernement. Donc, dans cette affaire, je ne vois pas pourquoi il en irait différemment.